Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 septembre. L'actualité aujourd'hui est commentée, passée en revue par Hélène Pilichowski. Bonjour Hélène, vous êtes éditorialiste. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate écologique et social. Bonjour, c'est un nouveau parti que vous lancez officiellement ce week-end et qui se veut un rassemblement du centre-gauche, oui. C'est ça? Centre-gauche, social, démocrate, écologiste, extrêmement pragmatique et réformiste et en fait social-démocrate assumé, quoi, si vous voulez. Et pro-gouvernement. Par ailleurs, c'est une exclusivité en France, oui, nous sommes pro-gouvernementaux et nous sommes pour soutenir le président de la République, oui, c'est excellent. C'est assez iconoclaste par les temps qui courent. Là, c'est un pari positif que nous essayons de faire. Gérard Carrérou, bonjour, vous n'avez pas encore lancé votre parti. Bonjour. Éditorialiste à Europe 1 et Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant, président fondateur de MCBG Conseil en communication personnelle des dirigeants. Les unes de la presse de ce matin, c'est encore évidemment et toujours le péril djihadiste qui mobilise les quotidiens. Mobilisation nationale contre le péril djihadiste, c'est la une du Figaro. Et puis les propositions choc de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas le point de vue de tout le monde. L'opinion, l'Élysée dans l'engrenage de la guerre, c'est-à-dire dans l'opinion. Et puis très bonne éditoriale de Nicolas Bétou à propos de la liberté individuelle qui se consume. C'est à propos du nouveau plan anti-tabac et de l'interdiction qui risque d'être faite de fumer dans sa voiture quand on a un enfant de moins de 12 ans, avec un enfant dans la voiture évidemment. La Croix, comment qualifier la guerre contre le terrorisme. Le Parisien, 6 pages spéciales, les musulmans de France disent non à la barbarie. Et puis à la une de Libération, les musulmans contre l'État islamique. Nous sommes tous des sales Français. Plusieurs appels ont été lancés hier par la communauté musulmane pour dénoncer donc les barbaries commises au nom de l'islam par les djihadistes. Polémique hier à la suite d'une question posée par le Figaro. Trouvez-vous que les musulmans de France ont tardé à se mobiliser? Avant de vous faire débattre, je voulais qu'on prenne Malek Chebel en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue des religions, spécialiste de l'islam. Vous avez publié, entre autres, le dictionnaire amoureux de l'islam, l'islam pour les nuls. Que pensez-vous de cette polémique et est-ce que vous trouvez, vous, que les musulmans ont tardé à se manifester? La polémique, je la trouve superflue et inutile et un peu agressive. En réalité, les musulmans ont effectivement en même temps tardé. Ils ont tardé à s'exprimer et je le regrette beaucoup puisque c'est même l'un des, si vous voulez, des axes majeurs de mon combat depuis 20 ans. Les musulmans n'osent pas s'exprimer en France parce que, à leurs yeux, ils se considèrent comme des citoyens ordinaires et ils se mobiliseraient plus facilement pour des questions idéologiques, pour des questions écologiques, pour des questions politiques, qui marcheraient entre bâti et République, mais pas pour des questions religieuses, étant donné qu'ils ont intégré la question de la séparation des pouvoirs d'une manière intime et donc massive. Voilà la raison pour laquelle ils ne se mobilisent pas, mais en réalité, ils ont pris conscience depuis quelque temps. Et maintenant, par la grâce de Dieu, ils se mobilisent, si je puis dire. Oui, il y a le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, qui refuse la culpabilisation systématique des personnes de confession musulmane et qui se désolidarise totalement de ces appels aujourd'hui faits par un certain nombre de musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je suis dans le dépassement de tous ces prurites, si je puis dire, soi-disant intellectuels ou spirituels, dans le sens où c'est l'action pour le coup qui compte maintenant. Ça n'est plus les postures idéologiques. Il faudrait vraiment agir. Il faudrait que les musulmans se mobilisent pour agir et pour dire clairement quel est leur point de vue concernant la barbarie qui est faite en leur nom. Donc je préfère à tout prendre, pas en mon nom, Not in my name des Anglais, plutôt que la question de l'islamophobie ici, qui peut être traitée en dehors de ce cadre. Parce que pour le coup, oui, pourquoi pas, un jour peut-être il faudrait poser la question, mais ne pas coller cette question d'islamophobie à la question de la résistance massive face au djihadisme et au salafisme.
D'accord, merci beaucoup Malek Chabel d'être intervenu ce matin. Donc ce matin, Laurent Geoffrin, dans son éditorial, dit c'est inconvenant de demander aux musulmans de se mobiliser dès qu'un attentat est commis. En même temps, dans le même article, il dit mais enfin ça fait du bien quand ils le disent quand même. Bon, paradoxe, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu gêné aux entournures. La preuve, cette polémique, et ce matin la Société des journalistes du Figaro qui condamne cette question qui a été posée par le quotidien. Philippe Moreau-Chevrolet. Disons que c'est les musulmans de France ou les Français musulmans ne réagissent pas, ils vont être condamnés à subir en fait la situation. On va avoir cette impression qu'il y a une cinquième colonne. Toute la question des djihadistes, en fait, c'est la question de l'intégration des musulmans de France. C'est le fait qu'il y a des gens qui partent et qui peuvent revenir après. C'est un peu comme en Tunisie en ce moment. En Tunisie, il y a 4000 Tunisiens qui font le djihad et on redoute leur retour en Tunisie un jour. En France, c'est un peu pareil. On a cette idée qu'ils pourraient revenir, constituer une cinquième colonne dormante. Et c'est tout l'imaginaire qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale sur la cinquième colonne, sur l'ennemi de l'intérieur. Et c'est bien que les musulmans se mobilisent et qu'ils parlent. Je suis d'accord avec M. Chebel parce qu'il faut absolument qu'on coupe court à cette idée qu'il y aurait une cinquième colonne d'islamistes en France dormante qui préparerait des attentats. C'est faux. Il y a 80-90% des musulmans en France qui sont des modérés. Il faut qu'on les entende. Est-ce que est-ce que c'est inconvenant de... Comme dans toute religion, dans la religion catholique, il y en a probablement 80% aussi qui sont modérés. Il y a 20% d'excités. Ouais. Qui défilent et qui voilà. Mais c'était pas inconvenant. Oui, Gérard. C'est pas inconvenant de poser cette question parce que ce qui marquait un certain nombre d'événements dans les dernières années, qui concernaient effectivement les musulmans de France, c'était le silence assourdissant la plupart du temps de ce qu'on appelait entre guillemets l'islam modéré, au point qu'on finissait par se dire. Mais au fond, l'islam modéré, c'est un concept sans réalité. Ça n'existe pas. Je pense que cette fois-ci, et c'est peut-être, je pense que c'est un moment très important pour la communauté nationale dans son ensemble. C'est peut-être à la fois une chance et l'heure de vérité pour les 7 ou 8 millions musulmans de France. Pourquoi? Parce que là, on a une réaction qui est très forte, enfin, en tout cas, de la part d'un certain nombre d'organisations, d'intellectuels, de signataires du texte qui est publié. Il y en a dans le Figaro, dans le Figaro. Et on a tout à l'heure, devant la mosquée de Paris, une manifestation dont on nous dit qu'elle sera silencieuse, extrêmement digne, mais dont le but est bien de condamner la barbarie, de séparer, de façon à ce que, pour une fois, et peut-être définitivement, on ne puisse plus justement procéder à l'amalgame entre un Français venant du Maghreb, ayant acquis la nationalité française par ses parents ou par lui-même, qu'on puisse dire, attention, celui-là, il a une tête qui probablement cache quelqu'un qui soutient les terroristes. Et ça, c'est un fait. Dans l'inconscient collectif, ou dans le conscient, malheureusement collectif, il y avait ce moment. On se disait, attention, si on voit un gars qui pose un paquet dans le métro, est-ce que c'est pas quelqu'un... Bon, avec cette réaction très forte, et j'espère qu'elle sera extrêmement forte et qu'il n'y aura pas de divergence dans la communauté musulmane. Oui, mais parce que c'est souhaitable. Si on veut arriver à cette concorde nationale civile sur ces problèmes graves, quand la France est menacée, les musulmans, les Français d'origine musulmane, les Français de religion musulmane sont menacés comme les autres Français et ils doivent se protester et se dresser comme les autres Français. Jean-Luc Benamias, pardon. D'une part, tous les musulmans, ou ceux qui sont d'origine, notamment du Maghreb, ne sont pas croyants forcément. Il faut le rappeler. On a le droit en France de ne pas être croyant, quelles que soient ses origines. D'autre part, il n'y a pas une religion musulmane. On voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs religions. C'est-à-dire qu'il y a des schismes qui ont eu lieu dans la religion musulmane, plusieurs, comme dans la chrétienté, comme dans absolument toutes les religions. Et donc, c'est très différencié. Donc, il ne peut pas y avoir une unité comme ça de façade. Moi, je trouve que le slogan « Pas en mon nom », c'est le bon slogan. C'est-à-dire, pas en notre nom au sens global de nos origines cultuelles et culturelles. Ça me paraît être excellent. Et il ne s'agit pas d'islamophobie, là. Désolé. Il s'agit de savoir aujourd'hui, par rapport à une chose qui n'est pas... Vous citiez Laurent Geoffrin. Bon, il dit le pour et son contraire, et c'est normal dans un édito de ce genre, on y va en pesant ses mots. Mais c'est pas un attentat, là. Là, il s'agit bien d'une déclaration de guerre, d'une minorité extrême d'origine, certes, musulmane, plutôt salafiste, plutôt sunnite, d'une partie des sunnites,
Et ils ont déclaré la guerre à l'ensemble des populations mondiales dans l'ensemble des territoires mondiaux. C'est pas uniquement sur un territoire, c'est pas sur la Tunisie, c'est pas sur le Maghreb, c'est pas sur l'Irak, c'est pas sur la Syrie, c'est dans l'ensemble. Et c'est ça qui fait que notre, j'allais dire notre ami, c'est pas notre ami, mais Hervé Gourdel a été assassiné de manière absolument incroyable. C'est-à-dire que rien ne pèse dans tout cela. Ce qui pèse, c'est l'image, de donner à cette impulsion de dire, voilà, nous sommes en guerre. C'est pas nous qui avons déclaré la guerre, mais nous sommes en guerre, c'est clair. Et à ce niveau-là, moi, tous les débats de savoir si on doit intervenir ou pas, moi, je suis désolé. Je pense qu'on n'avait pas le choix que d'intervenir. Après, je cheminerai là-dessus rapidement. Ouais. Si on intervient, la résolution des conflits de ce genre ne se passeront que dans les pays eux-mêmes, que ce soit en Afghanistan, en Irak, au Liban, en Syrie. Voilà, on peut aider, on ne peut pas résoudre le problème. On peut aider, on ne peut pas résoudre le problème, et on peut aussi ne pas être les seuls en première ligne, comme c'est le cas de la France aujourd'hui, aux côtés des Américains. Il semble que les Anglais aujourd'hui sont en train d'en discuter. Ils sont en train de, mais Hélène. Non, juste pour revenir au débat en France, je comprends que Laurent Geoffrin écrive plutôt des propos contradictoires, parce que le débat lui-même est contradictoire. C'est-à-dire que si les musulmans de France se taisent, on a l'impression qu'ils fuient le problème, qu'ils se retranchent derrière leur communauté, parce qu'ils ont peur des réactions et tout ça. Et on dit, et ils vont se laisser montrer du doigt sans rien dire. Et d'un autre côté, s'ils lancent une offensive en disant il faut parler très fort, il faut montrer qui on est réellement, on dit attention, ils poussent leur avantage, ils font presque du prosélytisme en fait. Hein. Ils sont là pour dire bravo l'islam et nous sommes pacifiques et ça. Et est-ce qu'on va les croire? Donc c'est extrêmement compliqué pour eux, mais moi je me félicite en fait de leur prise de position. Je me félicite du dossier du Parisien et de tous les témoignages de musulmans français qui ont pris des responsabilités et qui se comportent d'une façon exemplaire en France. Ça fait du bien de le savoir. C'est quand même la deuxième religion de France, l'islam. La deuxième religion de France. En France, on en prenne conscience et c'est bien qu'ils parlent simplement parce qu'ils existent et qu'il faut arrêter de penser que la France c'est le long manteau d'église. Mais c'est troublant parce que il ne reste pas moins qu'il y a quand même une polémique. Regardez, là, il y a un tweet qui est passé, Nordine Nabili, qui dit la campagne Not in My Name est une accusation implicite des musulmans dissimulée par l'injonction manip. Donc il y a quand même cette partie-là. C'est un peu compliqué, hein, ça complique beaucoup la vie, Nordine. Oui, mais il y a le collectif contre l'islamophobie que je citais qui dit on se désolidarise de cette manifestation, on ne veut pas être culpabilisé, on n'a pas... Il ne s'agit pas d'être coupable, il s'agit de dire simplement, ne faites pas l'amalgame, il s'agit de rappeler aux non-musulmans, ne faites pas l'amalgame entre ces gens-là et nous. Oui, pas la même chose. Il y a eu des débats sur le voile, il y a eu des choses comme ça, sur la présence des femmes dans les piscines, sur les soins, dans les hôpitaux, avec les soins par les hommes, etc. Il y a eu des tas de choses qui ont quand même lancé le débat il y a bien longtemps, bien avant ces assassinats terribles. Donc c'est normal que notre société se pose des questions, parce qu'au nom de l'islam, il y a quand même des règles qui sont édictées qui sont absolument terribles. Nous avons une France qui quand même vote très largement, enfin trop largement, à l'extrême droite ou dans une droite extrêmement dure. Enfin, si les musulmans au sens large du terme ne se mobilisent pas, mais l'accusation qu'ils peuvent être eux-mêmes les ennemis de l'intérieur peut arriver extrêmement vite. Dans nos différentes cités en difficulté, dans nos différents quartiers en difficulté, ce qui s'est passé à la fin de l'été ou pendant l'été à Sarcelles ou dans d'autres villes de l'Hexagone français, de la République française, est extrêmement grave. Attention, c'est-à-dire que moi je viens écouter tout en disant voilà, personne ne bouge, personne ne dit rien. Non, on est obligé aujourd'hui d'exprimer, et nos amis musulmans de France sont obligés d'exprimer leur indignation eux aussi, obligés, et c'est pas se sentir coupable de quoi que ce soit. Ils ne sont tout à fait d'accord avec ce que dit M. Benamias, parce qu'effectivement, et je dirais même qu'il faut envisager d'aller plus loin. J'entendais hier... vous irez plus loin après le rappel des titres. D'accord. Désolé de vous interrompre. À tout de suite après le rappel des titres. Vous êtes au beau milieu de l'océan, comme si vous étiez sur une ville flottante, à des kilomètres des côtes. Échanger des informations entre les différents bateaux est très compliqué. Si quelqu'un a une bonne idée dans le Pacifique, comment peut-il la partager avec une personne dans les Caraïbes? Grâce aux solutions collaboratives dans le cloud IBM, nous ne sommes plus une multitude de bateaux isolés, mais une véritable flotte connectée. Pourquoi les premiers rendez-vous sont plus faciles après une rencontre sur eDarling? Parce que eDarling.fr est le premier site de rencontre dont le service repose uniquement sur la compatibilité. eDarling.fr, exigez des rencontres de qualité. Bonne nouvelle, notre banque est prête à vous suivre.
Cette idée de développement dans le Poitou, ça me semble... J'ai jamais dit dans le Poitou. J'ai une opportunité au Pérou. Je parle toujours sous ton contrôle, Jean-Claude. Mais le Pérou, faut qu'on voit avec le siège. Avec le CIC, vous choisissez la banque qui accompagne le plus de PME à l'international. CIC, construisons dans un monde qui bouge. De la légendaire Jeep au sommet du luxe. Laissez-vous séduire par la nouvelle génération de Jeep pour une liberté sans limite. Nouvelle Jeep Cherokee, à essayer chez votre distributeur Jeep. Plus d'informations sur jeep.fr. Elle vous offre une expérience d'écriture naturelle. Elle est d'une incroyable finesse. Elle s'adapte parfaitement à tous vos besoins avec son grand écran tactile et son processeur ultra rapide pour en faire toujours plus. Voici Surface Pro 3, la tablette qui remplace votre ordinateur. C'est quoi ce que je viens de voir passer super vite? Je suis en train de faire un devis sur le Cloud Pro. Mais ça va à la vitesse de l'éclair. Je dirais même que c'est un peu plus rapide que la vitesse de l'éclair. Je crois que le monde n'a plus besoin de moi. Taxi! Le Cloud Pro avec la 4G. Orange. Pour Biogarant, laboratoire français, la qualité est un principe essentiel. D'ailleurs, les médicaments génériques Biogarant sont fabriqués principalement en France et en Europe. Ayez le réflexe Biogarant. Biogarant œuvre pour la santé des patients et pour notre système de santé. Biogarant, votre santé nous est précieuse. Beansport lance Beansport 3. Incroyable, quel final. Pour vous faire vivre encore plus de compétition, encore plus d'émotion, encore plus de tension. Serez-vous là? Retrouvez la plus belle offre de sport seulement sur Beansport, le plus grand des spectacles. Hommage national à Hervé Gourdel. Tous les drapeaux français sont en berne aujourd'hui, demain et après-demain. Partout les mêmes images, à l'Elysée, à l'Assemblée, sur les frontons des mairies, des grandes villes et des petits villages. La sécurité est renforcée autour des sites touristiques, dans les gares, les aéroports et les grands magasins. Plusieurs rassemblements sont prévus aujourd'hui, dont un très symbolique à 14h45 devant la mosquée de Paris. Le Conseil français du culte musulman appelle à dénoncer les actes terroristes commis au nom de l'islam. Plusieurs personnalités musulmanes s'expriment dans la presse pour dire non à la barbarie. Un air de campagne présidentielle soufflait hier soir sur Lambersart. C'est dans cette ville du Nord que Nicolas Sarkozy a tenu son premier meeting pour reconquérir l'UMP. L'ancien président a parlé d'une longue marche au service de la France devant des militants acquis à sa cause. Ça bloque toujours à Air France, 12e jour de grève. Malgré le retrait du projet Transavia Europe, les pilotes grévistes maintiennent la pression sur la direction et réclament l'instauration d'un contrat unique pour tous les pilotes, ceux d'Air France comme ceux de Transavia France. Les négociations reprendront à 15h. Comme hier, 48% des vols seront assurés aujourd'hui. Happy end dans la famille Uderzo. Après des années de bataille judiciaire, le dessinateur d'Astérix et sa fille ont décidé de se réconcilier. Sylvie Uderzo n'a pas obtenu gain de cause devant la justice. La cour d'appel de Versailles a estimé ce matin qu'Albert Uderzo n'était pas victime d'abus de faiblesse. Football, Saint-Etienne et Bordeaux se neutralisent en match décalé de la 7e journée de Ligue 1. Score final 1 partout. C'est Marseille qui en profite pour s'installer seul en tête du championnat. Les Girondins et les Verts sont 2e et 3e à 2 points. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous. Tout de suite, retour sur le plateau de Choisissez votre camp. Allez, expert. Deuxième partie de Choisissez votre camp. Je vous ai interrompu, Gérard, juste avant le rappel des titres. On parle de la culpabilisation ou non des musulmans de France. Certains estiment qu'ils ont trop tardé à réagir. D'autres estiment qu'ils n'ont pas à se justifier. Vous vouliez donc apporter une précision. Je partageais ce que avait dit avant la pause Jean-Luc Benamia, c'est-à-dire que les musulmans n'ont pas le choix, la communauté musulmane, deuxième religion de France, etc., des millions de gens, ils n'ont pas le choix dans cette affaire. À partir du moment où la France est menacée, où les Français sont menacés, s'ils ne disent rien, ça sera vous savez l'expression « qui ne dit mot consent ». On dira « oh, silence, vous voyez, ils disent rien, ils sont
plutôt d'accord avec ce qui se passe. Il fallait des gestes très forts pour dire non, nous ne sommes pas du côté des barbares. Donc ça, ils l'ont fait. Mais je pense que, quand je disais, il faut aller plus loin. Je partage, par exemple, ce que disait hier sur les antennes un ancien dirigeant qui s'appelle René-Georges Kéry, de l'unité antiterroriste. Je crois que d'ailleurs c'était sous la gauche, ça devait être sous Mitterrand. Il disait, la communauté musulmane doit faire sa propre police. Ça concerne aussi bien les parents, ça concerne les professeurs, les imams, les adultes et les copains. C'est-à-dire sa propre police, c'est-à-dire éventuellement ne pas hésiter, s'ils perçoivent dans les quartiers ou dans un immeuble des comportements suspects, des armes qui se baladent, etc., signaler. Et là, c'est pas de la dénonciation au sens de la dénonciation en 1942, c'est véritablement un acte civique de signaler aux autorités ce type de comportement. Parce que la menace qui pèse sur la France, c'est une menace de terrorisme. C'est pas probablement des attentats comme à New York. C'est le terrorisme, voilà, le terrorisme individuel d'un homme ou d'une femme, soit avec une bombe, soit avec simplement une Kalachnikov, et qui tue autour d'elle 10 personnes, etc. Donc, à partir de là, il faut que la communauté aille jusqu'au bout. Ce sont des Français, et ils seront d'autant plus acceptés, reconnus comme tels, qu'ils auront ce comportement. Quand vous dites ce n'est pas c'est le terrorisme individuel qui menace la France, il y a aussi des menaces d'attentats de plus grande importance, type attentat dans le métro, ça a encore été redit. Enfin, je veux dire, on est sûr de rien. Il y a les deux, c'est vrai. Il y a un problème avec l'image de la France à l'étranger et la politique étrangère qui est développée par François Hollande et sa lisibilité dans les pays arabes. Parce que depuis la prise de position malheureuse qu'il a eue sur Israël, où on n'a pas très bien compris qui il soutenait, il y a une forme de malentendu. Est-ce que la France est toujours du côté des pays arabes ou est-ce qu'elle est du côté atlantiste? Est-ce qu'elle est du côté d'Israël? Vous trouvez qu'il y a vraiment des positions dans la politique étrangère de la France, justement? Je trouve qu'au plan symbolique, quand il a été très ambigu, François Hollande. Non, c'était contre l'antisémitisme, c'est là-dessus qu'il s'était... Il a été beaucoup plus ambigu que ça sur Gaza. Il a mis beaucoup de temps à reconnaître qu'il y avait des morts à Gaza d'enfants. Ça a beaucoup choqué. Ça a beaucoup choqué dans la communauté musulmane à l'étranger. Et les pays arabes s'interrogent sur la position de la France parce que la politique étrangère de la France n'est plus très lisible. Je ne vois aucun changement, et heureusement, dans la politique étrangère de la France. Je trouve que justement, il y a un maintien... Sarkozy et Hollande. Pas grand-chose. Il y a un maintien de la politique républicaine et de la façon dont la France se débrouille dans la diplomatie, ce qui n'est pas si simple aujourd'hui, encore moins simple aujourd'hui qu'hier, en dehors du fait que si vous mélangez ça après à tout ce qui est complexe, ce qui s'appelle les ventes d'armes, car je vous rappelle que la France est quand même le 4e pays du monde à vendre des armes, et que dans ces cas-là, les pays arabes, notamment les pays sunnites, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes, sont quand même des grands acheteurs de nos armements, et donc ils ne sont pas si gênés que cela par rapport à la politique étrangère de la France. Je trouve que Laurent Fabius se débrouille aussi aujourd'hui aussi bien que comme ce que se débrouillait M. Alain Juppé, c'est-à-dire que nous avons une politique étrangère relativement honorable par rapport aux autres. Mais le changement, il y en a eu un quand même, mais il concerne aussi bien Sarkozy que Hollande. Oui. Le vrai changement, dans la nuance forte dans la politique étrangère, si on compare à la politique jusqu'à Chirac, c'est effectivement le retour à l'OTAN, le retour dans le commandement de l'OTAN, qui a été initié sous Sarkozy, vivement critiqué à l'époque par la gauche et qui est suivi aujourd'hui par la gauche. Et qui aujourd'hui, on a l'impression que c'est le meilleur soldat de l'OTAN aujourd'hui, François Hollande, puisque nous sommes les premiers à nous être ralliés aux Américains dans l'affaire. Donc il faut reconnaître qu'il y a eu une inflexion. C'est ça qui est mal interprété, qui est mal compris. Même si on peut reconnaître les qualités admirables de Laurent Fabius, il y a une évolution. Avant cette intervention que je juge utile et nécessaire en Irak, nous sommes intervenus en Afrique. Il ne me semble pas que nous ayons été soutenus par ou à la demande des Américains. Nous sommes intervenus en Afrique, au Mali. C'est autre chose. C'est pas autre chose. C'est le précaré français, bien sûr. Mais non. Et par ailleurs, c'est pas une intervention, c'est une intervention qui s'enlise et qu'on va devoir payer. Qui s'enlise en Centrafrique, mais qu'on devra payer. Expliquer aux gens pourquoi on est en Mali et pourquoi il y a des gens qui meurent en Mali. Est-ce que c'est pas évident? La lutte contre les obscurantistes, contre ce que j'appelle un nouveau fascisme, n'est pas exactement la même au Mali, au Nord Mali, qu'en Irak. Je trouve, moi, me semble... C'est pas une question d'avoir les moyens de gagner. Est-ce que nous ne faisons rien? Je trouve qu'il est extrêmement intéressant de voir les changements structurels géopolitiques, notamment par rapport aux différentes populations kurdes. Regardez bien les changements structurels extrêmement importants. Je vais donner un exemple extrêmement rapide. Le PKK, mouvement marxiste-léniniste qui existe au Kurdistan turc, qui existe au Kurdistan syrien,
est le mouvement maintenant le plus utile aux démocraties occidentales pour intervenir. Oui, les changements structurels. Au moment où les Kurdes vont vouloir avoir leur propre État. Non, mais ils veulent leur propre État, les Kurdes. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Revenons. Si, tout ça a à voir avec les changements, les bouleversements géopolitiques internationaux dans lesquels la France essaie de jouer. La France par rapport à l'Afrique, ça n'a pas. Oui. Vous avez évoqué une chose, la vente d'armes. La France qui a vendu des armes, effectivement, à l'Arabie Saoudite, au Qatar. L'Arabie Saoudite qui est la troisième armée du monde. Que ne sont-ils en première ligne pour combattre les islamistes, les djihadistes? C'est assez simple à comprendre, malheureusement. Je pense que le phénomène sunnite, qui est un phénomène réellement existant dans le monde musulman, c'est pour ça que la communauté musulmane en France, elle existe, mais les communautés musulmanes, au pluriel au niveau mondial, c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils savent bien que, globalement, qui interviennent fortement avec ce qu'on appelle l'État islamique, ce sont des sunnites. Les monarchies sunnites, pour être vraiment simple et aller exactement. Oui, allez-y. Les monarchies sunnites ont d'abord, premier stade, depuis quelques années, nourri en leur sein les mouvements qui ont donné aujourd'hui Daesh, le califat islamique. Ils les ont nourris financièrement, il y a eu des approvisionnements d'argent, et ensuite il y a eu des armes, et aujourd'hui, ces mêmes monarchies, le Qatar, l'Arabie Saoudite et quelques autres du Golfe, se disent « attention, le monstre que nous avons contribué à susciter va se retourner peut-être contre nous. » Et du coup, ils sont passés effectivement dans la coalition d'aujourd'hui, derrière les États-Unis. Mais c'est simplement ça. Mais alors, la vraie question, et la seule à laquelle on n'a pas répondu, est-ce que c'était le rôle de la France d'être aussi rapide à se placer en second derrière les États-Unis dans cette opération, alors que le cas dont vous parliez, l'Afrique est tout à fait différente. Ouais. L'Afrique est, comme quelqu'un a dit, je crois que c'est vous, le précaré français, historiquement, depuis le général de Gaulle, bien sûr, et il y a un nombre de Français et d'intérêts français qui justifiaient au premier plan. Tandis que là, notre participation, hormis ceux qui vont faire le patriotisme un peu exacerbé, notre participation, elle sera homéopathique par rapport aux missiles de croisière, par rapport au bombardement américain. On se donne quelque part un rôle et on fera quelques bombardements. On a bombardé un hangar dans lequel c'est quand même pas décisif. Non. Alors fallait-il prendre les risques à partir du moment où l'engagement militaire ne sera pas décisif. Et là, je comprends qu'on puisse se poser la question. Il y a une coalition, il est important que la France ne soit pas absente de cette coalition. Oui, mais se porter dans la précipitation. Mais on est allé peut-être un peu vite. Pour répondre à Jean-Luc Benamia, ce qui est inquiétant, c'est pas tellement la réaction des États arabes, c'est la réaction des populations arabes par rapport au changement de l'image de la France et de ce que ça renvoie comme image de la France. C'est être le valet des États-Unis, entre guillemets, c'est pas mon expression. Le bourricot a dit un des communiqués des barbares. Le bourricot des États-Unis, ça rappelle le caniche de Bush. Exactement. On n'était pas qualifié comme ça avant. On n'était pas qualifié. C'est juste un changement et c'est ça qui a un impact. Allez, on change de sujet, on va parler d'Air France. Donc la grève continue malgré le retrait du projet Transavia Europe. C'est assez incompréhensible. Les pilotes sont en train de négocier le paiement de leur jour de grève aujourd'hui et ils veulent l'alignement donc du salaire des pilotes de Transavia sur celui d'Air France. Politiquement, ça a été quand même un cafouillage. On a vu le ministre des Transports seul dire le projet est abandonné. Manuel Valls, dans un premier temps, qui dit il faut que la grève s'arrête, donc mettant la pression sur les grévistes, et puis l'État faisant pression pour que le projet soit retiré. Oui, c'est un symbole. Alors pour moi, il est dévastateur, ce symbole, pour le rôle, disons, de réformateur que cherche à se donner aujourd'hui Manuel Valls et le gouvernement socialiste. On a là quoi? On a une compagnie qui, pour survivre éventuellement et pour affronter la compétition internationale, est obligée de se réformer de fond en comble. Et alors, j'entre pas dans le détail, en créant effectivement une filiale low cost et éventuellement qui se développera dans... Que voit-on? On voit le corporatisme absolu de la catégorie de salariés les mieux payés de cette compagnie, les pilotes, qui font une grève. Alors, après tout, on peut se dire c'est normal, le droit de grève, et puis qui discutent entre eux, etc. Mais que voit-on? On voit le gouvernement socialiste qui fait pression, il a 16% effectivement toujours du capital d'Air France, qui fait pression pour que la compagnie soit obligée
d'accepter les revendications des pilotes. Et c'est ça qui est dévastateur. Comment voulez-vous qu'en Europe et partout dans le monde, on puisse croire à l'image, à la volonté de réforme de l'équipe actuelle au pouvoir, quand on voit que sur Air France, ils ont fait aller l'état-major d'Air France, Juniac aura l'air d'un abruti, ici il ne démissionne pas, il aura capitulé en race campagne sous la pression parce que quand vous du dites, gouvernement. oui, parce que vous dites, il y a un instant que Manuel Valls avait voulu faire pression sur les pilotes. Moi, je ne crois pas. Je crois que la bonne interprétation, c'est celle-là, c'est qu'il a voulu faire pression sur la direction. Et il est vrai que j'ai déjà entendu des remarques tout à fait désagréables, désobligeantes sur Alexandre de Juniac, du côté du Parti socialiste, où on dit qu'il a été nul, archi nul, que c'est de sa faute, qu'il ne sait pas s'y prendre, qu'il ne sait pas dialoguer. Il est allé de proposition en proposition, à ma connaissance, tous les jours, avec une fin de non-recevoir qui lui était infligée tous les jours à la face d'un pays qui est quand même un peu étonné de ce qui se passe dans sa première compagnie aérienne. Bah oui, c'est ahurissant. C'est le symptôme complet, c'était cette grève est le symptôme complet de l'impossibilité dans notre pays, de la République française, de transformer quoi que ce soit. C'est ce que j'appelle le front des refus global. C'est-à-dire, on essaye, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec toute la concurrence qui ont été mis par l'Union européenne, c'est clair, sur l'ensemble des compagnies aériennes. Et donc, on fait des compagnies low cost par obligation, puisqu'il y a des compagnies low cost qui sont sur le territoire, évidemment, le territoire de la République française. Incompréhension. Cette grève est totalement incompréhensible. Elle est tellement incompréhensible qu'il est quand même extrêmement rare de voir dans une entreprise publique, où il y a encore des participations publiques, des salariés eux-mêmes, des syndicats eux-mêmes, la CFDT par exemple, de Air France qui dit cette grève doit cesser. Il n'y a pas que Valls qui a dit qu'il fallait faire cesser la grève au départ. Après, les cafouillages généraux dont vous avez parlé sont malheureusement dans les différents gouvernements successifs, même sous Nicolas Sarkozy et aussi sous François Hollande, réguliers. Parce que comment travailler en tant que gouvernement quand dès qu'on propose une réforme, quelle qu'elle soit, or on a besoin de réformes structurelles, il y a refus et il y a mise en grève. Cette grève-là doit s'arrêter parce que ça devient d'abord pour Air France. Vous êtes contre la grève, Jean-Luc Benamias? Voilà, fallait le dire. Oui. Je l'ai déjà dit, sur d'autres antennes, sur d'autres... Contre celle-là, en tout cas. Mais celle-là, à un moment donné, si vous voulez, la survie même des milliers de salariés, des milliers de salaires qui sont payés par Air France, la survie d'une compagnie aérienne, qui est plutôt une bonne compagnie aérienne, en tout cas me semble-t-il, est en péril, sérieusement. Et les salariés, je les entends régulièrement, ceux qui sont... Bon, excusez-moi, pour Paris, c'est aux Invalides et à Marseille, c'est à Marignane, ils n'en peuvent plus. Les salariés qui sont sur place, ils se font insulter. Parce que, et je ne parle pas de ceux qui sont dans les compagnies, dans les pays étrangers, où les gens n'arrivent plus à rentrer avec leur billet ou de congé ou du travail. C'est insupportable. Il y a un côté... c'est tout pour moi, rien pour les autres, quelque part, avec cette grève-là. C'est-à-dire, c'est des salaires tout à fait honorables, plus qu'honorables, le salaire d'un pilote de ligne, tant mieux, ce sont des longues études, mais c'est pas possible à un moment donné, ce n'est pas possible. Non, mais d'autant plus que quand même, ça m'a étonné que du côté de certains syndicats, et même du pouvoir socialiste, on ne dise pas que ces compagnies low cost sont aussi au service de ceux qui utilisent. Ce veulent les usagers. Les usagers, bien évidemment. Mais quand vous pouvez aller à l'étranger, maintenant, on sait très bien que le voyage s'est démocratisé, que des tas de petits retraités voyagent, que ça fait vivre un tas de gens, etc. Tout ça, c'est quand même formidable, que des jeunes peuvent aller 3 mois en stage à l'étranger, au fin fond de l'Europe, et puis avoir des billets d'avion qui sont très bon marché. Vous pouvez voyager sur Transavia d'une destination moyen courrier pour 50 €. C'est quand même très important. Pour moi, c'est quand même le symptôme qu'on n'a pas du tout anticipé le développement des compagnies low cost, qu'on se prend ça en pleine figure sans avoir préparé le terrain. C'est juste la demande qui crée cette offre-là. Et on voit bien que, par ailleurs, EasyJet prend en charge les gens qui auraient dû voyager par Transavia. Donc, on voit bien qu'il y a une demande. Et regardez le prix des billets d'Air France, qui sont en général 2 fois plus chers que même des compagnies étrangères. Air France est en train, par ailleurs, d'améliorer considérablement son service sur les lignes régulières, notamment au niveau de la nourriture, au niveau de tout un tas de reproches qui lui étaient faits. Ça n'a juste pas été pensé. On a développé ça sans le réfléchir. Et moi, je suis très étonné de voir cette négociation à ciel ouvert, où le gouvernement communique avec les grévistes, communique avec la direction par médias interposés, ce qui, à mon sens, est assez rare dans un conflit de ce type. Et ça, c'est très dommageable. Allez, on parle... On n'y comprend plus rien. On ne comprend pas grand-chose. C'est un petit peu... Il ne suffit pas, comme Valls le fait à chaque fois, de dire stop. Il faut parfois négocier en coulisses. Visiblement, ça n'a pas été fait. Le retour de Nicolas Sarkozy, premier meeting hier soir, un meeting presque low profile, j'ai envie de dire, par rapport au meeting Big Malion, avec un Nicolas Sarkozy qui n'a... Voilà, low cost. Voilà. C'était un meeting low cost. 200 000 balles.
de 1000 € pour la salle, je crois. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Vous êtes sûr des factures? Faudra J'ai vérifier. entendu ça. Faudra vérifier les J'ai factures. entendu ça. Donc Nicolas Sarkozy de retour pour de vrai, puisque c'est son premier meeting. Il n'a pas annoncé grand-chose. Il a dit d'ailleurs qu'il n'annoncerait rien, qu'il n'y aurait pas de programme à proprement parler. Je vous propose qu'on réécoute quelques extraits de ce que disait Nicolas Sarkozy hier. Il n'y a personne en régie. Il y aura des primaires. Qui pourrait de bonne foi douter qu'il en fût autrement? A-t-on oublié mon tempérament? Ne faisons pas de ce sujet une inutile querelle. Voilà, donc est-ce Il a qu'on a été oublié meilleur, mon là, tempérament? Là, je pense, alors objectivement, moi je l'ai trouvé un peu décevant. Dimanche soir, oui, sur France 2, devant Delahousse. J'attendais. C'était trop long et il se passait pas grand-chose. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Bon, s'embêtait un peu. Mais hier, j'ai pas tout vu, j'ai vu que des extraits, mais hier, c'était le Sarkozy qu'une partie des Français attendent. Enfin, je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, ceux qui souhaitent le retour de Sarkozy, l'ont trouvé certainement, parmi les extraits qui regarderont sur les télés, ils l'ont trouvé effectivement comme il était un peu en 2007 ou même à certains moments dans la campagne de 2012. Cela dit, ce qui compte aujourd'hui, c'est le fond. Bon, là, c'est le théâtre politique. Sur le théâtre politique, il a été meilleur. Sur le fond, bon, on se demandait, il y a une chose, on se demandait s'il allait faire son retour politique plutôt par le centre ou plutôt par la droite. Hein, parce que comment prendre? Je pense on a la réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne va pas faire des concessions à une politique de centre, disons de centre droit. Il a pris des options qui sont d'ailleurs, certaines étaient déjà développées par lui, président ou avant, c'est-à-dire sur le référendum, sur Schengen, sur le nombre de fonctionnaires. Là, c'est la poursuite de la politique qu'il avait initiée pendant réduire le nombre de parlementaires, toucher au statut, très important. Il est sûr d'avance que les 6 millions de fonctionnaires voteront contre lui à la prochaine, mais c'est pas sur cela qui compte. Car quand on dit dans la fonction publique, attention, on va revenir sur le statut à vie de la fonction publique qui date effectivement d'il y a 70 ans, alors là, effectivement, on prend un risque vis-à-vis de l'électorat. Mais lui, c'est pas son électorat, de toute façon, il le dit. Mais c'était que des choses quand même qu'on avait déjà vues. Oui, mais le gaz de schiste. Oui, ça, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Oui, mais moi, je comprends très bien qu'il n'égrène pas un programme en bonne et due forme, c'est-à-dire avec une série de propositions très précises, très ciblées. Non, il revient sur le cadre général de sa politique, qui est un cadre de droite, c'est-à-dire c'est la mise en valeur du génie français, comme il dit, de l'individu, de l'effort, c'est plus travailler plus, mais davantage, je crois. Il a changé un tout petit peu son vocabulaire. Donc, il donne clairement le cadre d'une politique qu'on appelle de droite. On dit que c'est conservateur, on ne sait plus très bien maintenant qui est... C'est bonapartiste. Voilà, bonapartiste, c'est-à-dire la volonté de chacun, l'envie de se battre, d'en découdre, la récompense au mérite, la fin de l'assistanat, tout ça, toutes ces valeurs-là qui peuvent encore séduire tout l'électorat de droite. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec Gérard Carrérou. Je pense que lui, il a un positionnement assez centriste. Il est en train de bricoler quelque chose dans l'urgence parce qu'il ne s'attendait pas à devoir sortir aussi vite. Donc, il reprend des propositions de 2012, il reprend des vieux trucs. Je ne pense pas que ça ait une cohérence pour l'instant. Je pense qu'il est sur un contexte qui est difficile. Il doit se battre contre Alain Juppé et son premier adversaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est en campagne quand même, son premier adversaire, c'est d'abord essayer de faire plus de 70% à la primaire UMP, donc dézinguer Bruno Le Maire. Pour ça, il a besoin d'être quand même un peu à droite. Et ensuite, aller contre Alain Juppé, mais ce sera une guerre au centre, Alain Juppé. C'est pas une guerre à la droite de la droite. On n'est pas face à Sarkozy 2012. Il va réessayer de faire Sarkozy 2007. On a tous les ingrédients, les jeunes figures qui se paraissent dans la presse, la nouvelle galaxie sarkozyste, les jeunes députés qui montent. Ouais, c'est ça. On a tous les ingrédients. Après, est-ce que ça va plaire? Je suis pas sûr. Mais il faut d'abord gagner la bataille à droite. Là-dessus, je suis d'accord avec Gérard Carrérou, qui est un homme de télévision. On s'ennuyait beaucoup dimanche soir, et franchement, il n'était pas très à l'aise, Nicolas Sarkozy, dans ce nouveau rôle. Jean-Luc Benamias. Son pire ennemi, c'est lui-même, c'est clair et net. Parce qu'il n'en a pas d'autres. C'est pas le seul. On a deux leaders dont le pire ennemi est d'eux-mêmes, hein, quand même. Il y en a quelques-uns. Il y en a même plus que deux. Bon, clairement, il a personne. Je ne vois pas dans la droite telle qu'elle est aujourd'hui, dans l'électorat de droite tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui peut battre Nicolas Sarkozy dans le cadre de primaire. Il est quand même amusant, parce que c'est lui qui disait qu'il ne fallait pas de primaire, ou ses amis dans l'UMP. Là, il dit maintenant, très bien, il va l'emporter à 70% la primaire interne. C'est important qu'il l'emporte à plus de 70%. Après, moi, non, il est...
parler au centre droit ou parler au centre gauche. Moi, je défends une formation nouvelle de centre gauche. Donc, très bien. Là, il est vraiment en train de parler à la droite française, telle qu'elle existe dans le pays, réellement. C'est-à-dire, il ne croit pas. Voilà. Après, il n'y a rien de nouveau. Je crois qu'on peut se mettre tous d'accord dans le pays pour dire qu'on pourrait baisser le nombre de députés et de sénateurs, 400 députés au lieu de 500, 200 sénateurs ou 150 sénateurs au lieu de 300. Je pense qu'on pourrait même faire un référendum par rapport à ça. Et je pense que ce serait un des seuls référendums qui serait sans doute gagné, où les Français répondraient vraiment à la question. Tous les autres. Le baratin sur Schengen, c'est pas nous qui décidons. Il y a 28 pays en Union européenne. Il faut arrêter avec ça par rapport à l'Union européenne. Et puis alors les référendums successifs, il n'y en aura pas de référendum. Sauf peut-être sur la baisse du nombre de... Voilà. Ça, c'est sans risque. C'est fini, on n'a pas eu le temps de parler. Je voulais qu'on parle d'LCI quand même. Oui, un mot, Gérard. Oui, moi je me souviens, j'étais dans le groupe TF1 lorsque LCI a été créé. C'était une belle idée, une belle chaîne. Depuis 20 ans, il y a des gens qui ont regardé cette chaîne et je pense qu'il est absolument indispensable que cette chaîne continue. Non pas sous une forme de... Je ne sais pas comment définir le... Dégradé. Le dégradé, oui. C'est un ersatz d'LCI qu'on a proposé, je pense, aux salariés. Je trouve que c'est une erreur. Il faut se battre pour que LCI puisse continuer à être une véritable chaîne d'information. Car il y a 3 chaînes d'infos. Il y a LCI plus 2 autres. Elles ne se ressemblent pas, contrairement aux apparences. C'est parce que le CSA a jugé... Et le CSA, il a jugé uniquement sur un critère qui est le fric, c'est-à-dire la pub, en disant avec la pub actuelle, on ne peut pas nourrir 3 chaînes. Mais il n'y a pas que l'argument. C'est à lui de déterminer. D'abord, c'est pas à lui. À mon avis, ça ne devrait pas être à lui. Je suis entièrement d'accord avec Gérard Carrérou. La meilleure preuve, c'est qu'on débat ce matin et c'est une émission où il fait bon débattre et il faut que... Sans être trop démagogique et démagogue, parce que ce serait facile, évidemment, mais cette chaîne est une chaîne de la diversité des invitations, des gens qui viennent causer ici, des débats tels qu'on vient d'en avoir un ce matin, mais comme régulièrement, il n'y en a pas tant que ça sur les autres chaînes d'infos. Je m'en excuse. Eh bien, écoutez, nous ferons suivre Acquis de droit. Voilà. Merci à tous les 4. Le journal, tout de suite sur LCI.